Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au MH370. On va continuer les conférences de presse et notamment la conférence du 16 mars, donc au lendemain de la déclaration extrêmement importante du Premier ministre qui stoppe les recherches en mer de Chine. Donc cette fois, l'attention va se concentrer sur le sud de l'océan Indien, mais également sur le corridor au nord qui passe par plusieurs pays, dont le Kazakhstan notamment. Mais les questions ici vont surtout porter principalement sur l'enquête sur les passagers. On va voir, il y a beaucoup de questions des journalistes là-dessus. Également sur des données radars, sur les données satellites. On va avoir un peu plus de précision justement sur les données satellites qui vont venir corroborer des informations que l'on a également depuis dans les rapports. Également, j'ai rajouté cette fois la traduction des parties en malais. Alors j'ai fait de la traduction en Google Translate. Donc la traduction que je vais mettre, c'est de la traduction pure Google Translate. Donc il y a peut-être des corrections à y voir, comme vous verrez. Mais ça permet déjà d'avoir une idée de la question qui peut être posée par le journaliste et des réponses qui sont apportées. Alors j'essaierai sur les prochaines vidéos de rajouter la traduction de ces questions qui peuvent être en malais. Good evening, ladies and gentlemen, members of the media. Together with us present today, Honorable Sri Shamudin Tunusin, Minister of Defense, Acting Minister of Transport, Dr. Zaruddin Abdurrahman, Director General of Department of Civil Aviation, Ahmad Jawriya here, Chief Executive Officer of Transport, to deliver his statement. Ahmad Broha, please. I know many of you have submitted questions, and I will try to answer some of those questions in my statement today. Every day brings new angles, especially as we are focusing and expanding the search area. And as always, we have a responsibility to release only information that has been corroborated and also verified. We cannot respond to every request immediately, so I ask you to bear with us. As the Prime Minister said yesterday, the operation has entered a new phase. The search was already a highly complex, multinational effort. It has now become even more difficult. The search area has been significantly expanded, and the nature of the search has changed. From focusing mainly on shallow seas, we are now looking at large tracts of land, crossing 11 countries, as well as deep and remote oceans. The number of countries involved in the search and rescue operation has increased from 14 to 25, which brings new challenges of coordination and diplomacy to the search effort. This is a significant recalibration of the search. The search and rescue operation continues to be a multinational effort, one led and coordinated by Malaysia. In the last 24 hours, the Prime Minister has spoken to the Prime Minister of Bangladesh, the President of Turkmenistan, the President of Kazakhstan, and the Prime Minister of India. Yesterday, the Foreign Minister of Malaysia briefed representatives from countries along the northern and also the southern corridors. At 2 p.m. today, the Foreign Ministry of Malaysia briefed representatives from 22 countries, including those along the northern and southern search corridors, as well as other countries that may be able to help. These include Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Pakistan, Bangladesh, India, China, Myanmar, Laos, Vietnam, Thailand, Indonesia, and Australia. Malaysian officials are requesting support from these countries as well as others. This support includes general satellite data, radar playback, both primary and secondary, provisions for ground, sea, and aerial search, and assets as appropriate. We are currently discussing with all our partners how best to deploy assets along the two search corridors. At this stage, both the northern and southern corridors are being treated with equal importance. We are asking countries that have
that have satellite assets, including the US, China, and France, amongst others, to provide further satellite data. And we are contacting additional countries who may be able to contribute specific assets relevant to the search and rescue operation. Surveillance aircraft are required and maritime vessels are needed, particularly for the southern corridor. As the Prime Minister said yesterday, up until the time the aircraft left military primary radar coverage, its movements were consistent with deliberate action by someone on the plane. I cannot comment on speculative theories as to what might have caused the deviation from the original flight path, as I do not wish to prejudice the ongoing investigation. I understand the hunger for new details, but we do not want to jump to conclusions. Out of respect for the families and the process itself, we must wait for the investigations to run its course. The Malaysian authorities are refocusing their investigations on all crew and passengers on board MH370, as well as all ground staff handling the aircraft. Yesterday, officers from the Royal Malaysian Police visited the home of the pilot. They spoke to family members of the pilot, and experts are examining the pilot's flight simulator. The police also visited the home of the co-pilot. According to Malaysian Airlines, the pilot and co-pilot did not ask to fly together on MH370. I would like to stress that Malaysia has been working with international law enforcement agencies since day one. Malaysian Airlines has confirmed that aircraft was subjected to the required maintenance program. The Boeing maintenance planning documents prove that. Checks are done according to this program, and the aircraft has been fully serviced and was fit to fly. The Inmarsat team arrived yesterday and will support the investigations team, which includes the Malaysian authorities and the UK and the US teams. I would like to conclude by reiterating that the search for MH370 has entered a new phase. The information released yesterday has provided new leads and given new directions to the search process. We will provide more details on the redeployment of assets when it becomes available. Facts must be corroborated and verified before being released. When possible, we will keep the media fully briefed. But our priority remains the search and rescue operation. To that end, we have engaged in diplomatic and investigative efforts over the past 24 hours. On va commencer par décortiquer la déclaration du ministre. Donc, d'abord, il commence par dire qu'ils ont la responsabilité de publier uniquement les informations qui ont été corroborées et vérifiées. C'est la base justement de ce genre de conférence publique, même si ça ne plaît pas forcément à certains journalistes qui n'ont pas les réponses aux questions qu'ils posent. Des autorités doivent toujours répondre en fonction d'informations qui ont été vérifiées et corroborées. Ça, c'est la base et je fonctionne selon le même principe. Ce qui précise également, c'est comme ça a été annoncé par le Premier ministre la veille, les opérations sont entrées dans une nouvelle phase. Alors, on est vraiment dans une phase qui est totalement différente. Et ce qu'il dit bien, c'est que les recherches étaient déjà très complexes, mais que là, elles deviennent encore plus difficiles. Et que la zone a été étendue de manière extrêmement significative. Alors, en effet, la zone qui est donnée, elle est immense. Il faut bien comprendre qu'au niveau des moyens, ça n'est pas la même chose. Ça demande des moyens aériens qui vont loin des côtes, également des moyens maritimes. Les navires, on doit avoir des navires de haute mer, ce ne sont pas des navires côtiers, donc ce ne sont pas du tout des moyens comme sont actuellement déployés en mer de Chine ou dans le détroit de Malacca. On est vraiment dans un autre niveau en termes de moyens. C'est la raison pour laquelle ils ont demandé plus de coopération, ou du moins de coordination avec d'autres pays, à tel point que le nombre de pays passe de 14 à 25 concernant les pays qui collaborent à ces recherches, et ce n'est pas pour rien. On a également le Premier ministre qui a parlé avec plusieurs présidents, notamment pour le corridor nord, Bangladesh, Turkménistan, Kazakhstan, l'Inde également. Pour la suite, ils ont demandé à plusieurs pays
le soutien en ce qui concerne des données satellites et des données radars, que ce soit à la fois des radars primaires et secondaires, même si, soyons logiques, le transpondeur ayant été coupé, les informations de radars secondaires seront assez peu utiles, mais ce sont surtout les radars primaires qui le seront. Et également, on a des informations concernant une demande qui a été faite pour les satellites aux États-Unis, à la Chine et à la France, qui sont les principaux opérateurs de satellites. Ce qu'ils espèrent, c'est avoir des informations, surtout d'imagerie satellite, en espérant de retrouver des débris. Sur ce point, je précise qu'on a un rapport qui avait été publié par l'Australie sur les images satellites d'un satellite français. J'en ai peut-être déjà parlé dans une vidéo, mais on a déjà quelques éléments là-dessus. Également les demandes concernant, j'ai dit, des avions de surveillance maritime et également des navires qui sont nécessaires. Également concernant les théories spéculatives, ce qui dit bien, c'est qu'ils ne veulent pas révéler certaines informations qui peuvent être préjudiciables à l'enquête en cours. Ça, c'est la base dans toute enquête, d'autant plus quand on est dans une enquête comme ceci, où on est soit dans un suicide, soit dans un acte terroriste ou un acte criminel. Il faut bien comprendre que ce genre d'investigations qui sont menées par la police et la justice d'un pays, ben, c'est le genre de choses qu'on ne divulgue pas forcément toutes les infos dans ce genre de choses. Ça, c'est tout à fait compréhensible. Ils disent bien qu'ils recentrent leurs investigations sur l'équipage, mais également sur les passagers. Ce que l'on apprend ici, c'est que la veille, la police malaisienne s'est rendue au domicile du pilote, qu'ils ont pu parler avec les membres de la famille et qu'ils ont examiné le simulateur du commandant de bord. Donc voilà, on sait que cette visite de la police a eu lieu donc le 15 mars. Contrairement à ce qu'on peut entendre beaucoup dire que ça a eu lieu plus tôt, non, ça a eu lieu que le 15 mars. Voilà, ils ont également visité le domicile du copilote. Voilà. Ce qui précise également, c'est que le pilote et le copilote n'ont pas demandé à voler ensemble, histoire de couper court à toute possibilité que l'équipage soit de mèche. On parle également un peu de la maintenance de l'avion, que l'avion, il était ce qu'on appelle, il suivait un certificat de navigabilité, pour préciser un petit peu ce qui est dit ici, et donc il était tout à fait en état de voler. On dit aussi que il y a les autorités malaisiennes, britanniques, mais également américaines, qui font partie de l'équipe d'investigation. J'ai expliqué dans la vidéo précédente du 15 mars, il est tout à fait normal qu'on ait ces pays qui soient impliqués dans l'enquête. Voilà. Il se dit également ensuite, pour finir, qu'il donnera plus d'informations sur les moyens qui seront déployés, parce que pour l'instant, il faut bien comprendre qu'ils sont toujours en train d'essayer de coordonner et de redéployer leurs moyens, parce que l'endroit n'est plus du tout le même, et surtout on est très loin de la zone précédente de recherche, donc il faut du temps pour que les navires puissent se rendre dans cette zone-là, mais encore faut-il déjà aussi définir sur quel axe les navires vont devoir investiguer. Voilà pour la déclaration du Premier ministre. Ensuite, on va passer aux questions. Thank you. Okay, ladies and gentlemen, we are open for Q&A. We'll start with the local media first. I'll start from this corner first, local media. Please, sir, your name and agency you represent, sir. Okay, Dr. Ismail dari Bernama. Ada dua soalan. Pertama, lokasi pesawat semasa kali terakhir dikesan satelit pada jam 8.11 pagi. Dan yang kedua, kepada Datuk Ahmad Johari. Well, we're getting a question now, not in English, so just to sort of bring you up to date, if you're just joining us here on BBC News, this is a news conference going on in Kuala Lumpur, bringing us up to date with what is known. Not a lot is known, it has to be said, about flight MH370, disappeared a week ago while on a flight from Malaysia to China. The search, we are told there, by I think he's the chief executive of the airline, I believe that's who that is, saying the search has entered a new phase. An enormous number of countries now involved, more than 24. Actually, I gather it was the transport minister, or the acting transport minister, I say, the defence minister of Malaysia as well. 25 countries are now involved in looking for that plane.
trying to discover what happened to it at the end. The Prime Minister of Malaysia has spoken directly to the leaders of 4 countries, including India, and called on lots and lots of help from right across the globe, from the United States, China and France for satellite data. But really everybody is still very much in the dark about what has happened. One bit of information that did come out was that the pilot and the co-pilot had not asked to fly together, because there are all sorts of reports knocking around. We'll be discussing those with our newspaper guests in just a moment. All sorts of reports going around about the pilot, possibly his political views even, the way that he prepared himself to fly planes, had a simulator at home, indeed. Somebody on that plane almost certainly knew exactly what they wanted to do. They wanted to turn off, and did turn off, all the identification controls, so that no one would know where the plane was going or what was to become of it. So as I say, we are waiting. I think we're still hearing now not in English. So I think we've probably got as much information out of this news conference as we are likely to get now. Just let's hear. Alors, la question du journaliste qui est donnée ici en malais, vous avez la traduction que je vous mets ici. Alors, on n'entend pas bien forcément parce qu'on a le commentateur anglais qui parle par-dessus. La question porte en fait sur le fait que l'heure de la dernière communication par satellite étant à 8h11, cela signifie que l'avion a volé plus de 7 heures, ce que dit le journaliste. La question pose sur est-ce que les MAS SOP, c'est Standard Operation Practices, c'est-à-dire les pratiques de la compagnie. Est-ce qu'il était prévu que l'avion fasse le plein avant le vol, ou alors est-ce qu'il a atterri quelque part pour faire le plein, puisque visiblement il a volé plus de 7 heures et que ça correspond, ce que laisse entendre le journaliste, à un temps de vol supérieur au temps de vol prévu. La réponse, elle est parfaitement claire, et ce qui est dit ici, ils ont tout à fait raison. Ce qu'ils disent, c'est que déjà, on parle d'heure malaisienne, on parle également de la trajectoire un peu de la radar, et on parle de 6 poignées de main. Alors ces 6 poignées de main, faut les traduire en anglais, on appelle ça des handshakes. C'est comme ça qu'on va appeler les échanges radio entre le satellite et l'avion. Des handshakes, ce sont ces handshakes qui vont donner les arcs. Voilà, pour expliquer un petit peu, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite sur les données satellites, vous aurez un peu plus de précision sur ce que sont réellement ces handshakes. Ce qui précise bien, c'est que c'est le 6e qui est à 8h11. C'est exactement ce que je disais dans la vidéo précédente, c'est que l'heure qui est donnée à 8h11 ne correspond pas en fait au dernier message, le dernier échange en fait avec les satellites, puisqu'on a 7 handshakes et donc on a un 7e arc. Là, on parle du 6e arc. Donc ce 7e arc, pour l'instant, on n'en parle pas. Ensuite, on parle du carburant. Donc, c'est le directeur de la compagnie malaisienne. Ce qu'il explique, c'est que l'avion avait un temps de vol de 6h30, s'il ne se trompe pas, et qu'habituellement, il charge forcément plus que 6h30. Ce qu'il explique, ce sont les réserves. Alors, il ne donne pas de précision sur le carburant qui a été réellement emporté, mais c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Un avion peut tenir pendant 7h30, voire même 8h, alors qu'il a 6h30 de vol. Il y a des règles qui sont imposés aux compagnies d'emporter ce qu'on appelle un pétrole de dégagement, de façon à, comme il explique, s'il n'est pas en mesure de se poser à Pékin, une fois avoir attendu sur Pékin, qu'il puisse aller se dérouter sur un autre terrain. Donc ça, ce sont des pratiques qui sont normales. Un avion emporte toujours plus de carburant par sécurité. C'est de la réglementation. Là, pour l'instant, on n'a pas plus d'informations sur le carburant qui a été réellement emporté par l'avion. There's another question in English. No, fine. Thank you. I'm Keith from BFM 89.9. This is to you, Dr. Sri. Yes. In your capacity as a defense minister, there's obviously been a breach in airport security, SOPs, as well as the nation's airspace security. What moves or steps are you thinking of doing to implement to rectify this situation? Furthermore, the Chief of Air Force on Sundays, a couple days ago, said that the data from the radar
was not monitored real time. He said that they were what he read was from a recording of the data. So has someone been sleeping on the job, or should we rethink the way we look after our national security? Another one for the IGP is that investigating the engineers of MH370 before it took off, what sort of leads do you hope to get from this? Thank you, sir. I think looking ahead, that will come with time, because my immediate focus is to look for MH370. Secondly, I think it is not right to say that there is a breach of standard operating procedures. That was already clarified by the Chief of the Air Force earlier. Any new information that we have received, of course, we will verify it with the standard operating procedures that exist. But like I said, this is an unprecedented case. What we are going through here, ladies and gentlemen, is being monitored across the world, and it may change aviation history. I think it's lessons to be learned for everybody. The other question was relating to the IGP. Yeah. Well, as I said, the 4 areas of our focus on the investigations: number 1, hijacking; number 2 is sabotage; number 3 is personal problem; and number 4 is psychological problem. That doesn't change, and that includes all the ground staff, everybody. Alors très franchement, ce passage, moi, il me fait sourire, parce qu'on voit clairement que le ministre, il botte en touche sur la question du journaliste. La question du journaliste, elle est parfaitement pertinente. Ce qu'il met en lumière, ce journaliste, c'est qu'il y a eu des brèches. Alors il parle dans les SOP, les Standard Operating Procedures, mais également, alors, ce qu'il parle de SOP, mais par rapport à l'armée de l'air, sur le fait que l'armée de l'air malaisienne n'a pas vu l'avion et qu'ils ont seulement vu en fait des données enregistrées par les radars après coup. Donc ce qu'il dit, est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire pour justement corriger cette situation à l'avenir? Donc la question, elle est parfaitement entendable, et c'est ce que je dis depuis le début, c'est que la Malaisie, à ce moment-là, ne surveillait pas son espace aérien, donc il y a une faute de l'armée malaisienne là-dessus. C'est facile à dire après coup, mais c'est un constat et c'est la réalité. Ce que dit le journaliste, et la question elle est assez rigolote, c'est de dire est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui dormait à son travail et donc qui ne surveillait pas l'espace aérien? La question elle peut clairement se poser. Voilà. Après, est-ce que les procédures de l'armée malaisienne étaient de surveiller l'espace aérien de nuit? Peut-être pas. Voilà. Mais en tout cas, le ministre, la réponse elle est assez étonnante. Il dit qu'il ne peut pas dire qu'il y a eu des brèches dans les SOP, et que ça a été clairement clarifié par le chef de l'armée de l'air malaisienne. Clairement, pas du tout. Là, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que dit le ministre malaisien. Ça n'est absolument pas le cas. Il y a des manquements qui ont été observés par l'armée malaisienne, mais visiblement, on les met sous le tapis, on ne veut pas trop en parler. Voilà. Ensuite, il pose une autre question, le journaliste, c'est concernant les engineers, c'est-à-dire les mécaniciens du MH370. Est-ce qu'il y a une enquête également là-dessus? Voilà. La réponse, c'est que ils vont investiguer tout en priorité, donc ce qui précise premièrement le hijack, c'est-à-dire le détournement, en 2 le sabotage, en 3 les problèmes personnels, en 4 les problèmes psychologiques, et que ces 4 thèmes n'ont pas changé depuis le début. Je suis d'accord, ils ont toujours dit qu'ils étudiaient ces 4 pistes. Voilà. Et ça inclut ce qui précise le ground staff, c'est-à-dire le personnel au sol. Donc ça, c'est ces 4 points qui sont précisés, c'est le directeur de la police qui répond à cette question. Okay, please. Has there been any suspicious findings? If anyone had aviation expertise that could have taken over his flight, and also on the flight simulated increase, any findings on that? The Prime Minister mentioned yesterday the refocus because of new information of certain equipment being intentionally turned off. And I believe the police, the IGP himself, have, in the last 24 hours, as I stated in my earlier statement, have started intensifying the study. That doesn't mean that we have not studied the manifest list earlier, but Tan Sri, maybe if you could elaborate on that.
Well, in light of this new development and the findings of the technical team, we have classified our investigation under Section 130C of the Penal Code. This provides investigation into offences of hijacking, sabotage, includes act of terrorism, and also all offences under the Aviation Offences Act. So that covers everything. So, and that means that we are intensifying our investigation. But the focus remains the same. La question suivante d'un journaliste concerne les passagers, et notamment s'ils ont trouvé des choses suspectes parmi les passagers, notamment si quelqu'un avait une expertise en matière d'aviation qui pourrait avoir pris le contrôle de l'avion. La réponse du ministre, c'est de confirmer que ce qu'a dit le Premier ministre la veille, que certains équipements ont été intentionnellement coupés. Donc ça, c'est un fait. Donc ce point-là, les autorités malaisiennes ne l'ont pas caché, hein, ils le disent clairement. Et ce qu'ils avouent, c'est qu'ils n'ont pas... ça ne veut pas forcément dire qu'ils n'ont pas encore étudié tout le manifeste. Donc ils étudient, mais il ne peut pas forcément encore trop parler de tout ça, ce qui est quand même compréhensible. Voilà. Ensuite, concernant le responsable de la police qui parle derrière, ce qu'il dit, c'est que certaines informations sont classifiées, notamment sous la section 130 du code pénal. Bon, ça, après, on rentre dans du côté juridique, c'est moins mon domaine. Et que forcément, ce sont des investigations qui concernent du détournement, du sabotage et éventuellement du terrorisme aussi. Donc, tout à fait normal que ces informations soient classifiées. Could you speak up, please? Saya tak dengar. Can't hear. Could you speak up, please? Ya, kita menyiasat ke semua. Itu termasuk 4 fokus yang saya sebut tadi tu. Well, we're We are at the news conference in Kuala Lumpur, latest news conference on the missing airliner, the Boeing 777, which disappeared a week ago. It's being emphasized this morning that the search has entered a new phase. Enormous number of countries now involved, 25 countries involved, ranging from India right the way down to Australia, Bangladesh, Pakistan, even Afghanistan, and others. Ground staff, they're going through very carefully everybody who was involved in maintaining that plane, preparing it for flight. The military gentleman you see on the right of the screen at the moment was talking about the focus on possible hijacking or sabotage of the plane. It certainly looks as though this is very much more than just an accident, an unexplained accident. The country in concern, Malaysia, has asked for the United States, China and France for help with satellite data, and one or two lines coming out of this news conference. These are being held every day, and information. Nouvelle question en malais. Alors, pendant ce temps, forcément, le journaliste en profite pour commenter ce qui a pu être dit un peu précédemment. La question porte à nouveau, là cette fois, sur les opérations de recherche en Chine méridionale, donc vous avez la traduction ici, et à savoir si les navires du Royaume-Uni sont toujours dans la zone. Ce qui précise, c'est qu'il n'a pas connaissance de où sont exactement tous les navires, mais qu'ils sont en train de discuter, de savoir forcément comment ils vont les réorienter, et que ça fait l'objet forcément de négociations entre pays, ce genre de choses. Hein. C'est tout à fait normal. Hein. It has to be said, everybody is very much in the dark, but it does now appear that the pilot and the co-pilot, they didn't choose to fly together. I suppose there is a suggestion that they may have wanted to work together on something. Let's just listen in again to this conference. Clearly that is not true. If not, I won't be standing here in front of you. And corner, please. Yes, gentlemen.
from, sir? I'm from China News Service. China News Service. China News Service, okay? Are there any people on board who have trained how to fly an airplane besides the pilot and co-pilot? And we know that at this center made a turn back at Malaysia. Is that a pre-road running one? Or is someone here after it's takeoff? Could you repeat the question, please? Could somebody give him a mic, please? Thank you. I'm from China News Service. Are there any people on board who have trained to fly an airplane besides the pilot and co-pilot? And we know that the plane made a turn back at the Straits of Malacca. Is it a pre-programming one or someone did it after it took off? Thank you. You can answer the first one, and you can answer the second. We have not received the reply of background checks on all the passengers as yet. There are still a few countries yet to respond to our request for a background check. But there are a few intelligence agency, foreign intelligence agency, who has cleared all the passengers. The second answer is that the air turn-back was not predetermined. Thank you. Okay, please identify. No, it's for local media first. I want local media first. Okay, in front here. No, the mic, please. Sekarang from Michigan, dan cakap tadi passenger macam dah clear, so maksudnya sekarang fokus on the cabin crew and company dari sistem. Saya kata bukan semua. Ada intelligence agency luar negara yang telah pun memberi clearance pada semua passenger. Tapi kita masih lagi menunggu lain-lain. Now this is part of the news conference now, not in English. We are just hearing now from a military chief on the right-hand side. Man just to his right is the Defence Minister, an acting Transport Minister, and he's had the most to say this morning. What we are clear about is the scale now of the search for this aeroplane. 238 passengers and crew on board it, flying from Malaysia to Beijing, disappeared completely. Apparently flew on for, well, some reports say up to 5 hours possibly, with all its communication systems that might tell anyone on the ground where it was. All those systems switched off. So you don't need to be a conspiracy theorist to imagine that something pretty awful was going on, whether it was a hijacking or something deliberate in the flight deck. One aspect of... Alors la première question qui est donnée n'est pas forcément facile à comprendre dans la vidéo. Ce qu'il dit, c'est que le gouvernement sait où se trouve une équipe manquante et qu'elle aurait atterri quelque part. Alors est-ce qu'on parle de l'avion ? C'est pas clair. La réponse, c'est de dire que c'est absolument pas vrai. Bon, là. Ensuite, on a une question concernant est-ce que quelqu'un a été entraîné à bord de l'avion pour piloter un avion, et la réponse est de dire qu'ils n'ont pas encore reçu les réponses de toutes les vérifications des passagers. Il faut bien comprendre que pour chaque passager, il faut interroger le pays d'origine pour avoir un retour, et forcément ça prend du temps, le temps que le pays fasse ses investigations. Donc ils n'ont pas encore le retour par rapport à tous les passagers, mais qui sont en contact avec de nombreuses agences justement par rapport à ça, pour essayer d'étudier tous les passagers. La question en malais, en fait elle fait un peu écho à ce qui vient d'être dit. Ce qu'il dit, c'est ce que vous avez dit en gros, ce que les autorités auraient dit plutôt que tous les passagers étaient clairs. Ce n'est absolument pas ce qui est dit, hein. Donc on voit que le journaliste n'a pas bien écouté ce que vient justement de répondre le responsable de la police. Donc voilà, encore une question redondante, hein. Voilà. This that does seem to have fallen by the wayside for the moment, we haven't heard much about that, is the integrity of the plane as it's called itself. Some suggestions that there's been some warnings that 777's had a possible weakness in the planes which needed to be kept an eye on. Let's go back to the news conference in Malaysia now. Around the world, and also other international bodies. We've been getting a lot of cooperation, and I think it is unprecedented
the amount of people that come forward to assist us in this exercise. Okay, on this surface. Okay, we're going to open to foreign media after this. My question is going to Cik Ahmad Johari. Regarding to now is the 9th day, how was the insurance compensation of the families? Right now, we are giving immediate financial assistance. We have not actually looked at compensation, until we know exactly what happened to the aircraft. Okay, now you give it to her, please. There had been reporting about a suspicious passenger who was born in China and was educated in Turkey. Have you investigated on this person and their details? And could you please say that again, in English, that how much fuel was added into the plane? Was it more than usual? Thank you. To the first question, as I said, our investigation covers everybody on board. Okay, on the second question, the plane took off with the planned fuel. There's no additional fuel we put in. The planned fuel means the route plus whatever additional we need for diversion. Okay, please. Good afternoon, I'm from CCTV. As we know that the police have visited pilot a few days before and talked to the family, but as we know that today that his family has already moved out before the missing plane. So we want to know who are the police talking to the few days before. And the moving out is the routine or abnormal? And are there any specific evidence related to the pilot? I'm personally not aware of any. No, nobody moved out. And the far end, the lady then take place. La première question est à savoir s'ils ont reçu une demande de rançon ou quoi que ce soit d'autre concernant un groupe ou des individus par rapport à l'acte. Ce qu'ils disent, c'est que c'est très difficile de vérifier s'il s'agit d'un acte terroriste ou d'un simple détournement. Voilà. Pas plus de précision là-dessus. On a ensuite une question d'une journaliste qui demande comment vont se passer les compensations pour la famille. La réponse est que pour l'instant, ils sont sur une assistance, on va dire, immédiate, mais que pour l'instant, on ne parle pas de compensation tant que on n'a pas retrouvé, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé avec l'avion. Donc, c'est pas le moment des compensations. Je veux dire, chaque chose en son temps, ça n'est pas le moment. La question, elle est pour moi inadaptée. Ensuite, une question concernant une journaliste qui n'est pas forcément très claire concernant un passager suspect qui irait en Chine. J'arrive pas très bien à comprendre la question. Par contre, la deuxième question qui suit de cette même journaliste, c'est combien de carburant avait l'avion. La réponse, c'est que les investigations sont en cours sur les personnes à bord, mais qu'après le directeur de la Malaysian Airlines répond en disant que l'avion avait décollé avec le pétrole prévu, qu'il n'y a pas eu de pétrole additionnel, comme il dit, ça c'est pas retranscrit dans la transcription, mais qu'il n'y avait pas de pétrole additionnel supplémentaire qui a été ajouté dans l'avion. Voilà. Il a décollé avec le pétrole prévu pour sa route et pour le déroutement, c'est-à-dire la diversion. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ce genre de vol, vous avez toujours les opérations qui prévoient le carburant pour le vol avec la réserve additionnelle. Et ça, après, le pilote, il peut choisir, lorsqu'il reçoit le dossier de vol, est-ce qu'il prend plus de pétrole ou pas. Voilà. Ou est-ce qu'il prend seulement le pétrole qui est prévu avec la réserve réglementaire. Ça, après, c'est un choix commandant de bord, mais visiblement, ça n'a pas été le cas. La dernière question ici de la journaliste, c'est de demander qu'apparemment la famille aurait déménagé, donc elle pose la question comment la police en gros aurait pu être en mesure de les interroger, voilà. Et notamment avant que l'avion ne disparaisse, ce qui est quand même assez troublant dans sa question. La réponse du directeur de la police, elle est claire. Il n'est pas au courant de ça, et surtout, il dit personne n'a déménagé. Bon, ça fait sourire un petit peu, on ne sait pas d'où vient cette info de la journaliste. Right.
Hi. Relying on Chinese is not very much with your country. Thank you. I really do appreciate that. I wonder if you could perhaps outline in a little bit more detail what was taken from the pilot home, potentially the co-pilot home. And also, is it possible that the plane was transmitting while it was on the ground? That's what you see as the data background. On the first part of the question, we took possession of a simulator, of a flight simulator, and we have dismantled it from the home, and we have assembled it at our office, and we are getting experts to look at it now. Yes, it is possible for the aircraft to be transmitted on the ground as long as there's electrical power to the aircraft system. Thank you. Okay, please. Hi, over here, Karasit, Straits Times. Can you tell us, has any group or individual made any contact with the Malaysian government, the airline, or any other authority to seek ransom or the release of prisoners, or to make any other demands over MH370? No, they have not. And that makes it very difficult for us to verify whether it is a hijacking or a terrorist act. And that's why the IGP, when he mentioned about the 4 areas that they are focusing, all possibilities we are not taking for granted at all. No, there have not been any. Une question du journaliste pour savoir ce qu'ils ont trouvé en gros chez le pilote, visiblement, et s'il est possible pour un avion de transmettre une fois au sol. Première question, donc première réponse. Donc le directeur de la police explique qu'ils ont bien pris possession du simulateur, qu'ils l'ont démonté, qu'ils l'ont remonté dans leur bureau et qu'ils attendent des experts pour regarder justement ce qu'il y a là-dedans. Et ensuite, c'est le directeur de la Malaysian Airlines qui confirme qu'il est possible pour l'avion d'émettre au sol tant qu'il y a de l'alimentation électrique. Quelque chose de simple. En effet, le système, alors là, on précise pas en fait de ce que l'avion doit émettre, hein, la question du journaliste elle est quand même assez floue, mais on comprend que est-ce que l'avion peut émettre en direction du satellite, c'est je pense la question qui est en suspens. Et en effet, lorsque l'avion est au sol, savoir qu'il y a un message de posé qui est envoyé par la CARS. La question qui suit, c'est de savoir si un groupe ou des individus ont demandé une rançon. Oui. Pour l'instant, ils n'ont pas d'infos comme quoi qui que ce soit aurait demandé, justement, aurait revendiqué cet acte, qui est très difficile que savoir si c'est une prise d'otage ou un acte terroriste. Yes, please. This is Sadish Shani from Realme Hong Kong. I'd just like to know why did the authorities wait for 8 days, 7 days before searching my system? I mean, there was much speculation on day 3 already. Perhaps someone very skillful would have diverted the plane. So, I mean, a lot of people are wondering why is that? As I've said earlier, everybody on board MH370 is being investigated, including the pilot and the co-pilot. In light of the new development, we went to the house and took possession of the simulator. What about computers, mobile phones, interviewing? Everything that will help us in our investigation. Do you feel it was necessary to do it earlier? Not necessarily. We don't see the necessity at the earlier stage. Alors ici, il est posé la question de savoir pourquoi les autorités ont visiblement attendu 7 ou 8 jours avant d'aller visiblement perquisitionner chez le commandant de bord. La réponse est que ils investiguent bien sûr le pilote et le copilote qui, à la lumière des nouveaux éléments et donc de ces nouvelles données satellites annoncées la veille, c'est à ce moment-là qu'ils sont allés au domicile du commandant de bord et qu'ils ont pris possession du simulateur. Et il explique derrière qu'en fait, ils n'ont pas vu la nécessité d'y aller plus tôt. Moi, ça m'étonne. Ça m'étonne parce que il n'y avait pas besoin d'attendre les données satellites pour se rendre compte qu'il y avait un possible détournement de l'avion. Et donc, on aurait pu aller au domicile du commandant de bord plus tôt pour aller perquisitionner. C'est facile à dire après coup. Okay, it's your question, sir.
Can you tell us regarding the altitude of the plane after it went missing and all the way past Malaysia, then to the Penang? Can you tell us whether that changes the altitude? What is it? Yes, we have the information of the altitude by changes, but we are talking to the service provider for the radar system, whether that particular height of the aircraft can differ not because of the system calibration work on the system. So we are working with the service provider of that particular radar system. You have to understand that we had the primary and secondary information from the DCA, and then, as I indicated earlier, reaffirmed by the Prime Minister yesterday, that sensitive data from the military was actually revealed to the experts. This is not normally done, and if we did not reveal it, we'll probably be still searching in the South China Sea. Now we've got data from satellite imaging, and as I indicated earlier, we are now working with other third parties on all the possible information that would help us in this search. Alors sur la question qui est posée ici, alors elle n'est pas très claire, donc on va se baser surtout sur la réponse des autorités. D'abord, on a le directeur de l'aviation civile qui répond en expliquant qu'ils ont des informations selon lesquelles l'altitude de l'avion change sur les données radar et qu'ils sont en train de voir avec le fabricant du radar justement d'investiguer ces changements d'altitude et de voir si ça ne viendrait pas également du système de calibration du système, donc du radar. Alors là, ce qu'il faut quand même préciser, c'est que on parle d'un radar militaire. Pourquoi ? Parce que ça n'est pas possible que ça vienne d'informations de radar civil. Si ça venait d'un radar civil, ça voudrait dire qu'on est le transpondeur. Parce que si on coupe le transpondeur, on perd l'altitude de l'avion et les radars primaires civils ne fonctionnent qu'en 2D, c'est-à-dire en 2 dimensions. Ils ne peuvent pas voir l'altitude de l'avion. Il faut le transpondeur en fonctionnement pour pouvoir avoir l'altitude de l'avion. Donc l'information d'altitude, elle vient non pas d'un radar civil, elle vient d'un radar militaire, le GM400, ça j'en parle dans mon ouvrage de ce radar. J'explique également comment ça fonctionne, ce type de radar. Donc on voit que visiblement il y a des variations d'altitude qui semblent leur poser problème au point de contacter le fabricant du radar pour se poser des questions. Et ces informations d'altitude, on les a dans un rapport qui a été publié plusieurs années plus tard, dont j'en ai déjà parlé, et on a des altitudes qui sont en effet totalement incohérentes avec un Boeing 777. Et des variations qui sont, en termes d'altitude, qui sont impossibles. Je vous renvoie vers d'autres vidéos que j'ai faites là-dessus, notamment sur la trajectoire radar, où j'en parle un peu plus en détail. Donc, on voit que visiblement, ils investiguent quand même cette possibilité-là, et notamment le problème de calibration du radar, ce qui est, je pense, la raison du problème que l'on observe dans les variations d'altitude de l'avion. Ensuite, ce que précise le ministre des Transports, c'est qu'on a des informations primaires et secondaires venant des radars civils, donc la DCA, donc c'est l'aviation civile malaisienne, et qu'on a des informations plus sensibles venant des radars militaires qui ont pourtant été révélés aux experts. Voilà. Et que s'ils n'avaient pas qu'ils n'avaient pas révélé ces informations-là, ils seraient toujours en train de chercher en mer de Chine. Et là, il faut reconnaître que ce qu'il dit, il a raison. S'ils n'avaient pas révélé ces informations-là, on chercherait toujours en mer de Chine. Bon, maintenant, ils ont en plus des données satellites. Donc ça, après, c'est autre chose. Mais il faut bien être conscient que les autorités ont divulgué ces informations relativement tôt pour pouvoir aller chercher de l'autre côté. Donc il y a quand même une forme de transparence là-dedans. From Xinhua News Agency. It is said that more than 600 islands have suitable conditions for landing with this searching area. So if it's true, I mean the number is true, will you really search one by one? We have identified 2 areas, 2 up. We have given the chart to you yesterday. So both up on the north over the land and the southern arc
from the islands of Indonesia right to the southern Indian Ocean, and all that will be checked by the vessels and maritime vessels and aircraft that we are talking to the countries that should be able to help us in this. As I stated earlier, since yesterday, where we're now looking at the northern and the southern corridor. We're looking at a large tracts of land. We're crossing 11 countries, as well as deep and remote oceans. Though in a way it gives us some certainty to where we are looking at, but the areas concerned are massive, and that requires a lot of coordination with a coordinated approach with many nations, and that's what we've been doing since yesterday. La question de la journaliste, c'est pas forcément clair, c'est pas toujours évident d'arriver à comprendre des questions dans les conférences. On a quelques bribes sur la transcription, ça donne un peu une idée, et surtout les réponses. Donc ce qu'ils expliquent, directeur de l'aviation civile, c'est qu'ils ont identifié 2 zones, 2 arcs. Ça y est, en parlant enfin d'arcs. Là, je vous renvoie vers les vidéos que j'ai faites sur les données satellites, notamment sur les BTO, parce que ce sont les BTO qui permettent de définir des arcs. Donc voilà, on commence à comprendre cette notion d'arc, enfin, du moins ça commence à venir. Et qu'ils doivent chercher donc sur ces 2 zones, et notamment avec des navires, donc pour la partie sud de l'océan Indien. Le ministre intervient ensuite pour dire qu'ils sont en train de regarder les 2 corridors, le nord et le sud. Donc qu'il y a 11 pays qui... alors apparemment c'est plus pour les recherches en mer, 11 pays. Mais que ça demande énormément de coordination, et c'est un effet exact, parce qu'il faut arriver à persuader pas mal de pays de proposer des navires pour pouvoir aller chercher, et des avions. Donc ça, c'est une grosse partie de diplomatie. Yes, please. I'm from NHK Japan. Sir, in investigating the passengers, have you requested one particular country for a background information of 1 or 2 passengers from other nationalities? No, I think we've treated them all the same. Yeah, but also in entering the new phase in this investigation, have you linked motivation, for example, to a certain corridor? If it's like suicide, it should go to the south. If it's crash to the south. If it has political background, it goes to the north. Do you make any associations? No, not at all. Next question, also will be from the other side, please. Je reconnais Florence de Changy qui pose ces questions-là. Donc elle demande si ils investiguent toujours des passagers et si se concentrent sur un pays en particulier. Pour 1 ou 2 passagers, apparemment, on ne sait pas de quel passager elle parle pour l'instant. Ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils traitent les passagers de la même manière, donc quel que soit leur pays. Là, elle pose derrière une question en lien avec les investigations, et ce qu'elle sous-entend, c'est que le ministre ou les autorités, on ne sait pas trop, auraient donc privilégié visiblement le suicide du pilote, et notamment auraient fait certaines associations. Ce que répond le ministre, il dit non, pas du tout. En effet, si on regarde toutes les conférences de presse, moi je ne trouve rien qui permet de dire que les autorités ont vraiment pointé du doigt un potentiel suicide d'un des pilotes, visiblement. Donc voilà, je ne sais pas trop sur quoi elle se base sur ces informations-là pour poser cette question. Mais en tout cas, ça ne reflète pas le discours des autorités d'associer une motivation ou un élément par rapport à un suicide éventuel. Ils n'ont absolument pas privilégié la thèse du suicide. Ils ont toujours dit qu'ils privilégient 4 pistes qui sont déjà énumérées dans cette conférence de presse. Et ils sont toujours restés fidèles à eux-mêmes dans ce qu'ils ont dit là-dessus. My name is Kashif from Times Now in India. My question is for the police chief. Sir, you said 4 possibilities. Former U.S. Deputy Secretary of State has said that this could be a 9/11 kind of attack in an Indian city. How would you respond to that? Well, anybody can say anything, but our focus remains the 4 areas. That doesn't change. And on top of that,
when I say we classified it under Section 130C of the Malaysian Penal Code, that means the procedure under the SOSMA or the Security Measures, Security Offences Special Measures Act will apply. Yes, please. Hi, Sugar. I have two questions. The first is, can you confirm that a recreation was staged with another 777? And what findings might have been found out if that recreation was staged? Also, what more do you know about the cargo that was on the plane, not just the baggage taken on by passengers? Do we know that cargo was screened? First, I think you're referring to whether we actually trialed the flight profile on a simulator. Is that what you're saying? On the first question? A recreation of it. Did you try to reenact? Did you reenact the Yes, we flight did. on another 777? And what findings? Not another 777. We reenact the flight in the 777 simulator. So we did that, and it confirmed basically that could possibly be that 777. Okay, that's the first question. The first answer. The second one, we examined the cargo manifest. It carries no hazardous good. Alors la première question, c'est concernant visiblement l'enquête. Alors c'est pas clair la question, j'arrive pas à la comprendre. La réponse du directeur de la police, c'est de dire que ils investiguent bien sûr à nouveau les 4 pistes, mais que certaines informations sont classifiées. Alors, il précise les textes réglementaires. Jusque-là, rien de nouveau. Ensuite, la question de la journaliste. Tout d'abord, elle n'est pas claire, la première question. Ça concerne visiblement le profil de vol sur le simulateur. Elle reprécise la question, puisqu'on lui demande de repréciser sa question. La réponse du directeur de Malaysian Airlines dit qu'ils ont reconstitué la trajectoire de l'avion sur un simulateur d'un autre 777, et de façon à voir si ça correspondait à ce qu'ils observaient visiblement, et c'est le cas. La deuxième question concernait visiblement le cargo, et il précise qu'il n'y avait pas de matière dangereuse à bord de l'avion. Étonnant. Alors, le chargement de batterie au lithium qui était emporté, c'est considéré comme des matières dangereuses. Ça nécessite une certaine préparation des colis et certaines... on va dire, de respecter certaines réglementations en matière d'emport. Alors, ça ne veut pas dire que c'est du matériel, à l'époque, qui était interdit à bord des soutes des avions de ligne transportant des passagers. C'était autorisé à l'époque. Donc, est-ce qu'en répondant comme ça, il dit ça n'est pas considéré comme une matière dangereuse? Ça fait quand même partie, réglementairement, des matières dangereuses qui nécessitent certains respects réglementaires en ce qui concerne l'emport. Donc là, il y a une réponse du directeur de la Malaysian Airlines qui est un peu ambiguë à ce niveau-là. They should actually be checked and screened according to the standard procedure. Yeah. Yes, please. Thank you. Seth Bill with CBS News, United States. For the Inspector General, you mentioned that ships from foreign intelligence agencies that cleared the backgrounds of the passengers. With the lack of other information, a lot of attention is being paid to the pilots, the pilot and the co-pilot. Is that attention misplaced? And is there anyone else on board this plane who could have flown and could have disabled these communications routines? I say the passengers. On the crew members, the investigation is ongoing. But just to clarify that, the passengers' backgrounds were cleared by foreign intelligence agencies? What does that mean? Right. What does that mean? Does it mean that they're not being considered as... Yeah, there has been no negative records of them. And what are these foreign intelligence agencies? Well, I don't think I will reveal that. So does that mean then that most of your attention is on the pilot and co-pilot? No, on everybody. And as I said, these are only some of the intelligence agencies looking for more police agencies from the other parts of the world.
I just like to remind everybody that there was intense speculation regarding 2 passengers that traveled on the false passport. And that was corroborated and worked with foreign agencies. And everybody in this room was satisfied with this explanation after a thorough ruling out of them being terrorists. The same applies with new information that's been revealed and in more intensive investigation, as far as the IGP has said earlier. It involves the whole list of passengers on the 4 areas that he is concentrating on. That includes terrorism, hijacking, personal problems, and psychological. Yes. On a là un échange assez long avec un journaliste qui pose bien sûr plusieurs questions. C'est surtout sur les passagers. Alors ce qui sous-entend, c'est que les passagers ont été blanchis par certaines agences, ce qui n'est pas le cas. Il n'y a que 2 personnes qui ont été blanchies. À ce moment-là, ce sont les 2 Iraniens avec des faux passeports. Donc il y a visiblement une confusion du journaliste à ce niveau-là. Après, on demande quelles sont les agences de renseignement avec qui il travaille. Le policier dit qu'il ne va pas les révéler, forcément, certaines. Ce que sous-entend le journaliste ensuite, c'est que le gros de l'attention est donc mobilisé sur le pilote et le copilote. Il insiste en disant non, c'est sur tout le monde. Derrière, c'est le ministre qui intervient pour recadrer un peu le débat, pour dire qu'il y a eu d'énormes spéculations concernant 2 passages avec des faux passeports. Ce sont ces 2 Iraniens qui ont été blanchis depuis par Interpol. Je vous renvoie vers les vidéos des conférences précédentes, on en parle. Que ça a été confirmé, qu'ils n'étaient pas liés à un groupe terroriste. Il réinsiste sur la fin à nouveau en disant qu'il se concentre sur 3 pistes: terrorisme, détournement, problèmes personnels et psychologiques. Voilà. C'est toujours un peu ça qui est délicat dans ces conférences de presse, c'est qu'on a toujours les mêmes questions qui reviennent. Les réponses forcément sont les mêmes, quoi. On a le sentiment parfois que les journalistes posent des questions pièges en fait aux autorités et qu'ils attendent en fait le faux pas ou l'information qui va être un peu le scoop, quoi. Comme si les autorités, on les force un peu à se louper. Moi, ça me dérange ce côté journalistique. Mais faut vraiment que les journalistes dans ces conférences, ils écoutent bien ce qu'on leur dit, pour pas revenir à nouveau poser des questions qui sont redondantes. Thank you. John Sparks from Channel 4 News in the UK. Was the ACARS data system pulled or disabled before the pilot said, all right, good night to Malaysia Air Traffic Control? And was it disabled afterwards? A quick second question, if I may. The Southern Ocean is an enormous area. Can you search it? Can that effectively be searched? The answer to the first question, yes, it was disabled before. And the second answer, yes, it's a huge area, and we are getting information on the sort of assets that is required to do a sweep and search of that area. That's what we have been doing today. We're getting expert advice from, and I must reiterate that the support from international and our friends from with those assets is overwhelming, and I have to thank them for that. Yes, please, your question. You're from, sir. Anshuman from Reuters. You just said that you talked to all these international countries, they're giving you all the help and support. Can you confirm that Malaysia has requested for military radar data from these countries, as you mentioned, and how many countries have actually said they are okay to give this? Because the diplomats here are saying that's a tricky issue. I can confirm that we are asking for satellite data, radar playback, and as I stated in my earlier statement, other information regarding assets. As regards to the ambassadors, I didn't quite catch your question. Please repeat the question, please. You said all sorts of information you're trying to get from your partners. What about the military radar data? Has any country accepted that they will provide you the data? No, I don't think we can divulge that at the moment, because even the Malaysian military data, as said, is sensitive to us, but we have taken that, putting that aside to search for that
airplane. So I don't think I can speak for the other nations when it comes to that. As But Malaysia has done this, have other countries also accepted this? well, the main focus is to find the aircraft, and I think any information that will help us without even revealing it to the media or to the public will be taken into consideration. Première question du journaliste, c'est de savoir est-ce que vraiment les systèmes de communication ont été coupés avant le message radio du pilote. Il dit « All right, good night ». Alors arrêtez, il n'a pas dit « All right, good night », il a dit « Good night, Malaysian 370 ». C'est du détail, mais c'est pas trop grave. Ce qui est confirmé par le ministre, il dit « Oui, ça a été désactivé avant ». C'est difficile à dire. Alors après, il se base peut-être sur d'autres choses, d'autres éléments. Si ça a été désactivé avant, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite sur le jour précédent, où j'explique que ce n'est pas si simple que ça à dire. Donc, est-ce qu'ils se trompent ou est-ce qu'ils savent que le message ACARS précédent était prévu avant le dernier message radio? Ça reste encore à éclaircir. Le journaliste suivant, il parle des données radar et il demande si d'autres pays ont accepté de fournir leurs enregistrements radar et notamment demande plus de précision concernant les radars militaires. Là-dessus, le ministre dit que forcément ces données militaires sont des données qui sont sensibles déjà pour la Malaisie, qui les ont quand même eux révélées aux enquêteurs. Néanmoins, pour les autres pays, il ne veut pas s'avancer et il estime que c'est aux pays qui fournissent ces informations-là de le dire publiquement, que ce n'est pas à lui de révéler que tel pays ou tel autre pays a fourni ces informations radar. Ce qui me paraît tout à fait normal. Et ce qu'il dit également, c'est que certaines informations ne peuvent pas être révélées au public sur ce genre d'éléments. Et ça ne me choque pas. Certains peuvent voir un manque de transparence, mais personnellement, moi, ça ne me choque pas sur ce genre de données. The location be confirmed. Is that besides the time, is the location confirmation, and that means the flight to the NH370 continue to fly until that time. Okay, what the experts have done? The expert means the US team and the UK team. They have done with the sixth handshake that was provided by the service for the satellite service by the Inmarsat. They have time and coordinate, and we calculated against one on the minimum speed the aircraft could fly and the highest speed the aircraft could fly from the last point of contact. And we have two routes, and in between is the up at the 40 degrees where the satellite look down both sides, north and south. That's how it's been done. And the interesting point is that the US team make their own interpolation with their own way. The UK did on their own way. When we compare them, both give the same up as been given to all the media yesterday. Thank you. To conclude for today, I'm just saying that the information that has been revealed yesterday covers a huge ground, and it is our hope that with that new information, parties that can be of assistance to us can come forward and help us narrow the search to an area that is much more feasible, and that's what we have been doing since last night. Thank you, ladies and gentlemen. Okay, thank you. That concludes the session. Alors on arrive sur la fin de la conférence et là, je dirais c'est peut-être la partie un peu la plus intéressante de la conférence, notamment la réponse du directeur de l'aviation civile concernant ces données satellites. On en sait un petit peu plus. Donc ce qu'il explique, c'est qu'il y a des experts, quand il parle d'experts, ça signifie que c'est l'équipe américaine et l'équipe britannique. Ce qu'il explique, c'est que à partir de 6 handshakes, ce dont je parlais tout à l'heure, qui ont été fournis par le service satellite Inmarsat, eh bien, ils ont dû faire des calculs
à partir de la vitesse minimale de l'avion ainsi que sa vitesse maximale, de façon à déterminer ainsi 2 routes. C'est de cette manière qu'ont été déterminées les 2 portions d'arc sur lesquelles il cherche à présent. J'ai expliqué ça dans la vidéo du jour précédent. Je vous renvoie à nouveau vers les vidéos concernant le BTO, BFO pour que vous compreniez un petit peu tout ça et pourquoi la vitesse de l'avion est extrêmement importante pour comprendre comment l'avion a pu évoluer sur ces différents arcs et pourquoi on en déduit ces portions d'arc sur le 6e arc. Donc il explique un peu comment ça a été fait de manière très succincte, mais bon, on en sait un petit peu plus. Ce qu'il explique également, c'est que l'équipe américaine a fait ses calculs, que l'équipe britannique a fait ses calculs, qu'ils ont comparé et que ça leur a donné les mêmes arcs. Et c'est ce qui a été donné hier, enfin du moins la veille. Le ministre termine la conférence en précisant que c'est une zone qui est immense, qu'ils espèrent que ces nouvelles informations vont leur être utiles, mais qu'ils ont besoin d'assistance pour essayer de réduire la zone de recherche qui est immense. Et en effet, si on se base que sur les BTO, comme c'est le cas ici, il faut bien comprendre que la zone elle est immense, il faut vraiment la resserrer. Mais il faut la resserrer avec quoi? Avec les BFO, mais c'est ça qui va être fait plus tard. Mais là encore, les BFO, ça repose sur des paramètres qui sont des hypothèses. Donc, si les paramètres de vitesse ne sont pas bons, l'info que on va tirer du BFO ne sera pas bonne. Donc, il faut vraiment comprendre ces données satellites. C'est vraiment la base de cette affaire. Si on ne fait pas l'effort de les comprendre, on ne peut pas comprendre la difficulté à définir une zone de recherche crédible. Donc je vous renvoie vraiment vers mes vidéos sur ce thème-là pour vraiment comprendre, et également dans mon ouvrage où j'explique tout ça en détail dans 2 chapitres. Un chapitre consacré au BTO, un chapitre consacré au BFO. Il faut vraiment comprendre ces 2 paramètres avant d'aller dire ces informations sont fausses ou elles ont été fabriquées ou trafiquées. Non, il faut déjà faire cet effort de compréhension technique. Sinon, ce n'est pas possible d'avoir une analyse partielle de tout ça. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions sur la vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur le jour suivant, le 17 mars. Et je vous dis à bientôt.